Qu'ont en commun un philosophe grec de l'Antiquité, un quaker du XIXe siècle et des scientifiques prix Nobel? Bien qu'ils soient séparés par plus de 2400 ans, tous ont tenté de répondre à une grande question. De quoi est faite la matière? Vers 440 avant Jésus-Christ, Démocrite propose pour la première fois que tout dans l'univers est composé de minuscules particules entourées de vide. Il imagine même qu'elles diffèrent en taille et en forme selon la matière qu'elles forment. Il les appelle atomos, ce qui signifie indivisible en grec. Ces idées sont rejetées par les philosophes les plus influents de son époque. Aristote, par exemple, est en total désaccord. Pour lui, la matière est composée de 4 éléments: la terre, l'air, l'eau et le feu. Une théorie que la plupart des savants suivront ensuite. Les atomes tombent presque dans l'oubli jusqu'en 1808. Quand un enseignant quaker, John Dalton, remet en cause la théorie d'Aristote. Contrairement à Démocrite, Dalton s'appuie sur des expériences. Il montre que certaines substances se décomposent toujours dans les mêmes proportions. Il en conclut que les composés sont faits d'atomes d'éléments différents, chacun avec sa propre taille et masse, qu'on ne peut ni créer ni détruire. Bien qu'honoré pour son travail, Dalton mène une vie simple, fidèle à ses valeurs de quaker. La théorie atomique est désormais acceptée par la communauté scientifique, mais il faudra attendre près d'1 siècle pour une nouvelle avancée majeure: la découverte de l'électron par le physicien J.J. Thomson en 1897. Dans ce qu'on appelle parfois le modèle du cookie aux pépites de chocolat, il imagine l'atome comme une sphère positive, contenant des électrons négatifs. Thomson reçoit le prix Nobel en 1906 pour sa découverte de l'électron, mais son modèle de l'atome ne fera pas long feu, car certains de ses élèves étaient particulièrement brillants. Parmi eux, un certain Ernest Rutherford, qui deviendra le père de l'ère nucléaire. En étudiant les effets des rayons X sur les gaz, il décide d'examiner les atomes de plus près en projetant de petites particules alpha, chargées positivement, sur une fine feuille d'or. Selon le modèle de Thomson, la charge positive était trop diffuse pour dévier les particules. Un peu comme si des balles de tennis traversaient une simple feuille de papier. Mais bien que la plupart des particules traversent la feuille, certaines rebondissent, comme si la feuille était un filet épais à large maille. Rutherford en conclut que l'atome est composé en grande partie de vide, avec quelques électrons, et que sa masse est concentrée au centre, le noyau. Les particules passent à travers le vide, mais rebondissent contre le noyau dense et chargé positivement. Mais la théorie atomique n'était pas encore complète. En 1913, un autre élève de Thomson, Niels Bohr, améliore le modèle nucléaire de Rutherford. En s'appuyant sur les travaux de Planck et d'Einstein, il affirme que les électrons tournent autour du noyau à des niveaux d'énergie fixes. Ils peuvent changer de niveau, mais pas exister entre deux. Le modèle planétaire de Bohr devient la référence, mais il rencontre vite des limites. Des expériences montrent que les électrons se comportent aussi comme des ondes, et non comme de simples particules. Et avec son célèbre principe d'incertitude, Werner Heisenberg démontre qu'on ne peut pas connaître à la fois la position et la vitesse exacte d'un électron. L'idée que les électrons n'ont pas de position précise, mais se trouvent dans une zone de probabilité, mène au modèle quantique actuel. Une théorie fascinante, encore pleine de mystères. Même si notre compréhension des atomes évolue encore, leur existence ne fait plus de doute. Alors, célébrons la théorie atomique avec des feux d'artifice. Quand un électron change de niveau, il absorbe ou libère de l'énergie sous forme d'ondes de lumière. C'est ce qui crée toutes ces couleurs magnifiques. On peut imaginer Démocrite, quelque part, nous regardant en souriant. Plus de 2000 ans plus tard, il avait vu juste.
Tu veux continuer à apprendre? Regarde ces vidéos pour remettre en cause ce que tu penses savoir ou pour apprendre des choses que tu ignores. Abonne-toi et reste curieux.